Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Les élèves que j'ai accompagnés il y a maintenant 2 ans et demi reviennent vers moi pour me demander de les aider sur leur choix de master. Alors malheureusement, pour l'instant, je n'ai absolument pas le temps de leur proposer des solutions, mais j'avais quand même envie de leur proposer un petit peu d'aide. Alors, j'ai contacté Manon, que j'avais déjà interviewée sur ce podcast dans l'épisode 11 sur la double licence. Et Manon, en fait, je l'ai connue par Instagram. Son compte s'appelle Manon Study. Et Manon, à l'époque, faisait des publications d'abord sur Sciences Po, parce qu'elle avait essayé d'intégrer Sciences Po, et sur tout son parcours sur Parcoursup, c'était très intéressant. Et là, récemment, Manon, elle a fait énormément de publications sur les masters, puisqu'elle aussi, elle est dans ce processus de choix de master. Et je me suis dit que ces publications sont tellement riches et tellement intéressantes que ça serait vraiment sympa d'en faire un épisode de podcast pour aider les élèves qui ont besoin d'un petit coup de main sur leur processus pour trouver un master. Alors voilà, donc si toi, tu es en licence en ce moment, en troisième année, et que tu te dis, oh là là, il faut que je m'y mette, ou alors que bah, peut-être tu es encore dans Parcoursup et que tu comprends pas très bien ce sur quoi va déboucher ta licence, bah, je pense que cet épisode va te plaire. Si c'est le cas, ben, laisse-moi un petit commentaire ou aussi, ben, toujours pareil, des étoiles. J'avoue que j'aime bien lire vos commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. Et vraiment, je remercie sincèrement les personnes qui prennent le temps de le faire. C'est assez important pour moi. Alors déjà, ça me permet de faire connaître le podcast, mais aussi ça me montre que bah, ce que je vous propose vous aide et ça, c'est pour moi la plus belle des récompenses. Voilà, je vous laisse avec Manon et puis je vous retrouve à la fin et je vous rappellerai en fait tout ce qui m'a vraiment paru important dans ce que Manon nous a partagé. Bonsoir Manon, merci d'avoir répondu encore une fois à mon invitation. Ça me fait tellement plaisir de te retrouver. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, je vais très bien, merci Corinne de m'avoir invitée pour ce deuxième épisode de Bah oui, podcast. c'est vrai. Oui, on en parlait juste avant. Dis donc, on s'était vu la première fois en mars 2023. C'était l'épisode numéro 11 où tu nous présentais en fait ta double licence parce que c'était quelque chose que je connaissais pas forcément. Et je te disais juste avant un épisode qui a énormément de succès parce que la double licence, ça intrigue pas mal de monde. Alors peut-être que donc aujourd'hui, on est là pour parler master parce que bah voilà, tu as évolué dans ton parcours. Avant qu'on attaque dans ces étapes pour trouver un master, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, qui tu es, ton parcours justement, et puis ce que tu es en train de faire en ce moment, parce que c'est quand même intéressant. Absolument. Alors, je m'appelle Manon. Pour faire très simple, je viens de La Réunion, c'est un détail que j'aime bien préciser. Et actuellement, je suis en troisième année de double licence Histoire et Sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et ces 4 derniers mois, j'ai effectué un séjour Erasmus au sein de l'université d'Helsinki en Finlande et j'y suis toujours à l'heure actuelle. Ouais, super. Bah, alors là, je l'ai d'ailleurs suivi au jour le jour, quasiment sur ton compte Instagram, où tu partages bah, un petit peu ton quotidien et c'était chouette de voyager avec toi. Donc, merci beaucoup pour ces partages, toujours super intéressants. Alors, donc aujourd'hui, on va faire un épisode sur les masters parce que moi, j'ai vu tes posts justement sur la recherche des masters. Tes posts, ils sont toujours tellement bien structurés, bien recherchés. Enfin, c'est que du bonheur. D'ailleurs, Merci. mais non, mais c'est vrai, ton post sur les lettres de motivation, là, il m'a tellement servi. Donc, je me suis dit, ah, ça serait chouette de refaire un épisode. Alors, moi, je ne travaille pas sur les masters parce que voilà, je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Mais les élèves que j'ai accompagnés il y a 3 ans, bah, ils sont comme toi, ils sont au master et j'ai eu pas mal d'élèves qui sont revenus vers moi en disant, ah, tu peux m'aider? Et en fait, je peux pas, mais je me suis dit qu'à travers toi, bah, je pourrais peut-être leur proposer quelque chose. Alors, on a décidé toutes les deux juste avant là, de se limiter en fait aux recherches de master en France. Et je t'ai posé la question en fait parce que c'est ce que tu vas faire. Et je t'ai justement posé la question, bah, en fait, pourquoi, alors que tu as fait ton expérience à Helsinki, pourquoi rester en France? Oui, alors ça peut intriguer, en effet, et comme on en parlait avant, c'est vrai que le fait d'avoir fait un Erasmus m'a fait un peu douter sur le fait de continuer mes études en France. Mais au final, je considère à l'heure actuelle, et j'en suis quasiment sûre, que je ne vais demander que des masters en France, tout simplement car déjà d'un point de vue de spécialisation, moi ce qui m'intéresse, c'est l'action publique française, donc c'est mieux d'étudier un contexte français mais aussi car j'ai pu observer les 2 environnements académiques, ici finlandais et français, mais le système finlandais peut ressembler à ce qu'on retrouve par exemple au Royaume-Uni ou dans plein Ouais. d'autres systèmes étrangers, qui fait qu'on peut avoir une beaucoup plus grande liberté académique avec des choix de cours, et cetera. Mais c'est vrai que je trouve que quand on est habitué à une certaine exigence académique en France, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément à l'étranger
cet appétit d'apprendre. C'est vraiment ce cursus très solide d'un point de vue théorique. Et c'est en partie pour ça que je vais continuer mes études en France. Mm. Ouais, je te rejoins 100% aussi. C'est vrai que les connaissances, la théorie, c'est franco-français. Alors, ça ne veut pas dire qu'on apprend rien à l'étranger. Au contraire, on apprend plein, plein de choses. On apprend beaucoup, en effet. Voilà, mais pas pareil. Donc, il faut voir un petit peu ce qui correspond au projet perso, et ça, c'est vrai. Alors, donc, on a décidé toutes les deux de structurer parce qu'on aime bien structurer, toi et moi, l'épisode en trois grandes étapes. Donc, on va peut-être commencer, Manon, voilà, par la première étape. Quand on se dit qu'on va être en master l'année prochaine, par quoi on commence? Quelle est la première étape? Alors, pour moi, la première étape, ce serait de définir son projet. Donc, Ouais. un projet à la fois académique, donc en ce qui concerne le choix des masters, mais aussi professionnel. Parce qu'avec le master, on rentre entre guillemets dans le concret, dans le dur. Mhm. Donc, pour moi, ce serait vraiment la première étape. Et donc, pour ça, il va falloir faire plusieurs choses. Ouais. Je dirais peut-être trois choses principalement. La première, ce serait de réfléchir à son parcours. Mhm. Quelles études est-ce que j'ai faites? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Mais aussi, par exemple, ça peut être des stages, des expériences professionnelles, des engagements associatifs, tout ce qu'on a pu faire, puisque tout ce qu'on a fait a un lien avec nos centres d'intérêt, donc peut nous guider. Ouais, c'est vrai. En deuxième temps, je dirais peut-être nos envies. Donc, dans nos envies, tout ce qui est notre personnalité, nos valeurs, nos centres d'intérêt, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que c'est important à prendre en compte quand on veut définir son projet. Et aussi, finalement, des attentes. Donc, des attentes très concrètes, peut-être, en ce qui concerne je sais pas, des conditions de travail, par exemple, une mobilité géographique. Est-ce que je peux envisager de faire un métier où je devrais bouger souvent, déménager? Ça peut être des choses concernant la rémunération aussi, très pratique. Donc vraiment, ces trois étapes pour moi sont importantes et c'est trois choses à prendre en compte. Donc, toi, tu veux dire que quand tu cherches ton master, tu te projettes déjà dans le après-master, quoi, finalement. Je pense que c'est important de se projeter dans l'après et je pense qu'on va en reparler, mais selon moi, c'est ce que beaucoup de directeurs de master attendent. Oui, tout à fait. Et concrètement, toi, tu t'y prends comment pour faire ce travail-là, justement? Tu prends un cahier, puis tu notes tes réponses, tu en parles avec des amis, tu fais quoi? Parce que c'est pas facile de dire quelles sont mes attentes avec moi-même devant mon miroir, c'est pas simple, quoi. Non, absolument, c'est très compliqué, au contraire. Et surtout que je comprends tout à fait que quand on a 20 ans, 21 ans, on n'a pas de plan de carrière sur 10 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Moi, je suis la première à douter. Mais je pense que c'est important quand même de prendre du recul sur ce qu'on a, sur ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de faire, et de prendre ce petit moment d'introspection. Donc très concrètement, c'est vrai que la discussion, ça peut aider avec les parents, les amis. Moi, j'aime beaucoup l'écrit aussi. Le fait d'écrire, de Oui, je suis schématiser, d'accord. etc., de mettre les idées à plat, littéralement, sur un cahier, sur une feuille, ça peut vraiment aider. Donc, je Mm, suis assez partisane de ça. je suis d'accord. Tu vois, là, parce que je te disais que juste avant, j'étais en train de faire ce travail avec, avec mon fils, et je lui disais, écoute, essaye de repérer des organisations, des structures, des entreprises qui t'intéressent. Et puis, peut-être prends contact avec eux, surtout si c'est des ONG, des choses, en leur disant, est-ce qu'on peut discuter, même par LinkedIn ou par mail, est-ce qu'on peut discuter un petit peu? Parce que c'est pas que je veux un stage, c'est juste que j'aimerais savoir quel est le profil des gens que vous recherchez. Et je pense qu'on peut aussi partir à l'envers, c'est-à-dire partir de voilà mon employeur un peu idéal que j'aimerais, et il cherche qui. Et donc, moi, pour pouvoir matcher, bah, il faut que je fasse quoi? Ça peut être aussi une façon de faire. Oui, absolument. Si on a une idée d'une structure concrète ou d'un métier ou qu'on aimerait exercer, je pense que c'est une très bonne chose de partir de ça et de faire le prix inverse de qu'est-ce qu'ils cherchent, est-ce qu'il y a un concours ou pas. Ouais, Le plus important dans tous les cas, c'est pour moi de partir de ses envies et de ce qu'on veut. exactement, je suis d'accord. Alors, une fois que j'ai à peu près décidé de ce dont j'ai envie et de ce que je veux, ou on pourrait carrément faire un épisode entier là-dessus, mais alors là, on va avancer un petit peu. Qu'est-ce que je fais une fois que j'y vois un peu plus clair? Alors, c'est le moment de se lancer dans la recherche, Ouais, concrètement, de formation. Donc, pour ça, personnellement, je recommanderais de commencer par la plateforme Mon Master, qui est une plateforme étonnamment assez bien faite, ouais, puisque c'est vrai une interface pour déposer ses candidatures, mais c'est avant tout un outil de recherche, un peu comme Parcoursup, mais je trouve en plus optimisé. C'est-à-dire qu'on peut y rechercher des formations par établissement, par mention aussi. On a un outil de recherche par carte, si jamais on veut faire une formation dans une région, un département, une ouais. ville spécifique. Et on a vraiment un bon outil de recherche avec aussi pas mal de fiches formation pour chaque master, où on trouve les différents parcours de la formation listés, et aussi des informations que je trouve très intéressantes, comme les critères d'examen des candidatures.
ou aussi le taux d'accès à la formation, entre autres. Donc, pour poser un premier cadre et avoir une liste des formations qui peuvent nous intéresser, je pense que c'est une très bonne chose de commencer par mon master. D'autant plus qu'il y a aussi un filtre qui permet de faire des recherches de tous les masters qui sont accessibles après là ou les licences qu'on a effectuées. Ah, Donc ça, faut voir la panoplie des options auxquelles on a le droit et pas seulement les débouchés entre guillemets naturels de nos filières. Je pense que c'est un bon outil. d'accord. Donc, tu veux dire, je mets ma licence ou ma double licence et lui me dit, avec cette double licence ou cette licence, voilà tout ce que tu pourrais faire, en fait. Exactement. Et parfois, on est assez étonné des résultats. D'accord, ok. Ah, ok. Oui, non, ça, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai qu'on se disait, sinon, attaquer tout de suite sur la plateforme, si on ne s'est jamais posé de questions, ça peut être un peu. Ouais, il y a peut-être beaucoup, beaucoup d'informations, mais c'est vrai qu'avec ce filtre-là, finalement, déjà, ce qu'il faut, c'est en enlever, quoi, parce que sinon, il y en a Oui, trop. Donc, ça peut être une bonne idée. Ok. Ok, donc là, j'ai construit mon. Toi, c'est ce que tu es en train de faire là au niveau du timing, c'est ce que tu es en train de faire en ce moment? absolument. C'est ce que je suis en Donc, train de voilà. faire en ce moment. Donc, Et donc, une fois en ce qu'on a... moment, pour ceux qui l'écoutent plus tard, on est au mois de novembre, hein, c'est ça. Voilà, absolument. D'accord. Et donc, une fois qu'on a, entre guillemets, déblayé le terrain, Mm. ce qu'on va pouvoir faire, c'est, si jamais une formation nous tape dans l'œil, continuer nos recherches, les approfondir, notamment en passant, le plus simple, c'est de passer par le site web des universités. Ouais. On trouvera en général toutes les informations dont on a besoin, y compris les maquettes pédagogiques, donc les listes de cours, etc. Mm. Les métiers visés, enfin des choses très utiles. Et je dirais pour les formations qui nous intéressent vraiment le plus intéressant serait sans doute de contacter des étudiants de la dite formation. Donc soit on a de la chance et les universités donnent les coordonnées de ce qu'on appelle des étudiants ambassadeurs, donc qui sont là Oui. spécifiquement pour répondre aux questions. Mais sinon, le plus simple pour moi, c'est d'aller sur LinkedIn et Ouais. de rechercher la formation, de trouver le profil d'un étudiant qui nous intéresse et d'envoyer un message. Souvent, les gens répondent. Donc, c'est un Ouais. très bon moyen aussi de voir la réalité d'une formation. Ouais, non, je pense qu'en licence, avoir son profil LinkedIn, c'est fondamental pour plein de choses. Ah Et oui, c'est non, vrai c'est que vraiment important. c'est l'outil pour entrer en contact avec des professionnels ou des étudiants. Donc, ouais, bonne remarque. Et bonne remarque aussi d'aller regarder les contenus des cours et les débouchés. Je crois que là, pour le coup, les débouchés, il ne faut pas s'en priver. Il faut vraiment, vraiment s'intéresser. Et on ne peut pas faire. Pour moi, la différence entre une licence et un master, c'est que la licence, on peut se dire, je la fais parce que j'aime bien et on verra bien. Là, on ne peut pas encore faire seulement quelque chose qu'on aime bien sans savoir à quoi ça va servir. Là, pour le coup, il faut quand même un peu de concret. Oui, absolument. Et puis, il y a énormément d'éléments qu'on peut finalement regarder. Évidemment, les critères d'admission sont importants, les débouchés professionnels, comme on en parlait, mais ça peut aussi être des choses auxquelles on ne pense pas de prime abord, comme par exemple l'équipe pédagogique avec parfois des directeurs de master dans lesquels on peut beaucoup se retrouver par rapport au sujet qu'ils traitent, etc. Il y a énormément de critères qu'on peut regarder. Oui, c'est vrai. On est bonne là pour l'étape 1, la construction du projet, on a tout dit? Oui, je rajouterais peut-être au niveau des recherches les salons d'orientation Ah oui, et les journées portes ouvertes. D'ailleurs, en parlant de salon d'orientation, il y a celui qui va se tenir au Paris Expo Montreuil, je crois, le 25 janvier, le salon SMAS dédié au master. Donc, si on peut s'y rendre, je pense que c'est toujours une bonne idée. ouais, Bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir fait ses recherches avant pour éviter d'être perdu en plein milieu du salon. Ça peut être assez effrayant sinon. toujours la même chose. On cherche avant et on y va juste pour chercher des infos avec son petit carnet pour récupérer de l'info très pratique. Ok, très bien. On passe à l'étape 2. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que tu ferais toi en deuxième temps? Et ben, en deuxième temps, il va falloir se poser la question des candidatures. Ouais. Donc, rentrer pour le coup dans le très concret avec les pièces à fournir. Donc, pour faire simple, ces pièces en général, les plus courantes, ce seront des relevés de notes des études supérieures. Donc, la première année, la deuxième année et aussi le premier semestre de la troisième année. Parfois aussi des diplômes, si jamais on a obtenu des diplômes dans nos 3 ans de licence, ça peut Mhm. arriver. Et très concrètement, les pièces les plus basiques seront des lettres de motivation et des CV à personnaliser pour chaque formation. Oui, et c'est là où tu disais les débouchés, bien connaître le contenu de la. Et De c'est la très formation, important. oui. Il y a de nouveau ces 1500 caractères là où on est un peu plus libre d'écrire les lettres de motivation. Tu sais ça ou pas? Alors, de mémoire, à voir si ça change pour l'édition 2025, il n'y a pas de limite de caractère parce que c'est des fichiers PDF concrètement qu'on upload. Super. Après, c'est vrai qu'il y a quand même cette règle tacite de respecter plus ou moins les pages de l'aide de motivation d'une page Oui. et aussi les CV d'une page. Oui, c'est ça. De toute façon, on va pas. Il faut apprendre à être concis aussi, hein. Mais c'est vrai que 1500 caractères pour le coup, c'est court, donc tant mieux C'est qu'on court. limite. C'est clair. On demande autre chose à ton avis de temps ou c'est que ça? Alors, on peut souvent, on demande autre chose. Ça va dépendre des formations, en sachant que, en toute logique, les formations, entre guillemets, les plus sélectives,
et les plus renommés vont demander davantage de pièces. Ouais. Donc, mais en plus, et en sachant aussi qu'on a parfois la liberté de fournir des pièces complémentaires qui ne sont pas demandées, mais qu'on considère pouvoir valoriser notre dossier. Donc, typiquement, ça peut être des choses comme des certifications de langue, le TOEFL, le TOEIC, etc. Ça peut être des tests comme le test PICS, qui est souvent fait à l'université. On peut être sur des pièces comme, c'est très rare, mais ça peut arriver, des lettres de recommandation Mhm. académiques ou professionnelles. Ça peut aussi être dans le cas des masters de recherche, parce qu'il y a plusieurs types de masters, on pourrait peut-être en reparler. Des projets préparatoires, donc c'est-à-dire d'un projet, un mini projet de mémoire avec des plans détaillés, une bibliographie. Donc il peut y avoir des pièces complémentaires qui seront demandées, et il faut parfois s'y prendre à l'avance pour s'assurer qu'on aura toutes les pièces demandées. Tu peux nous en dire deux mots là, justement, des différents types de masters, Oui, puisqu'on est là alors le bien. il y a trois types de masters principalement. Les masters professionnels, donc Mhm. leur finalité c'est l'insertion sur le marché de l'emploi après les 2 ans de formation. Mhm. Les masters recherche, donc l'objectif ce serait de poursuivre plus vers le doctorat. Ouais, Et finalement les masters dits indifférenciés ou hybrides, ce qui représenterait la majorité des formations, c'est-à-dire des masters où l'étudiant a le choix en général au dernier semestre entre la rédaction d'un mémoire ouais, et la réalisation d'un stage de plus ou moins 6 mois, d'accord, pour donner une propension soit professionnelle, soit de recherche au master. d'accord. Et toi, tu vas plutôt sur de l'hybride alors? Ou tu sais Moi, pas? je vais plutôt sur des masters professionnels ou hybrides, puisque c'est vraiment la majorité des formations. D'accord, ok, super. Et donc, tu disais les lettres de recommandation, c'est parfois, mais c'est pas toujours, dans ce que tu as vu, c'est pas toujours demandé, quoi. C'est très rare de retrouver des lettres de recommandation, surtout sur mon master. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais certaines formations reconnues par l'État ne sont pas présentes sur la plateforme. C'est notamment le cas des IEP, de Sciences Po et de certaines écoles de commerce. Et ce sont souvent ces formations-là qui vont demander des lettres de recommandation plutôt que des masters d'université publique. Ok. Mais ça peut arriver. Et souvent, ce sont d'ailleurs des pièces complémentaires que certains étudiants font le choix d'inclure dans leur dossier, même si elles ne Même sont pas à obligatoires. demander, ouais, c'est ça. Et donc ça sous-entend aussi, si tu vas demander une lettre de recommandation à ton prof, que en novembre, voilà, tu saches à peu près quel type de master tu vas faire pour aller trouver le bon prof qui va pouvoir t'écrire la bonne lettre, quoi. Voilà, c'est pour ça que personnellement, j'ai commencé ma série de publications sur les masters dès le mois d'octobre, Oui, c'est vrai. parce que c'est un processus qui prend du temps, si on veut que ce soit bien fait, et si surtout on veut que ce soit fait sereinement. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que si les profs, on leur demande toutes les lettres de recommandation au mois de mars, ils n'ont peut-être pas le temps de les écrire Oui, en tranquillement. plus, surtout qu'ils sont en période de correction de partiels blancs, etc. Donc ça fait beaucoup. Exactement. OK. Autre chose à dire sur cette étape numéro 2, Manon, sur les candidatures? Oui, un point important peut-être à mentionner, c'est que sur mon master, le décompte des vœux, donc déjà on a 30 vœux en tout, Ah, waouh. D'accord. 15 vœux en alternance et 15 vœux en formation classique. D'accord. Donc ça fait déjà 30 vœux. Et surtout, le point important, c'est que le décompte des vœux ne se fait pas par mention, mais par parcours. Donc, et par établissement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si dans un établissement, je demande plusieurs parcours d'une même mention, ça comptera pour un vœu. Donc, pour donner un exemple, Voilà. pour que ce soit plus simple, je dis n'importe quoi. Si au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je candidate à un master mention droit, dans les parcours droit des affaires, droit privé et droit public, ce sera 3 parcours qui compteront pour un seul vœu. D'accord, OK. C'est un peu comme vœu et sous-vœu, en fait. Exactement. Donc ça fait qu'au final, on peut avoir bien plus que Oui, 30 30. vœux. D'accord. Il n'y a pas de limite, là, pour le coup, dans les fameuses mentions dont tu parles, là. Tu vois, dans les sous-vœux, il y en a 20. Là, on peut demander tout ce qu'on veut. À ma connaissance, il n'y a pas de limite. Après, si on veut se montrer très logique, et c'est un discours que les profs tiennent souvent, il vaudra mieux éviter de demander trop de parcours différents au sein d'une même mention et d'une même université, parce que ça peut très vite donner l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut et qu'on va un peu piocher à droite à gauche. OK. Donc, Parce que je forcément. conseillerais de s'en tenir à 2 ou 3 parcours dans une mention. Parce que forcément, les profs de l'université, ils voient que tu as candidaté dans toutes les différentes mentions, quoi. Oui, voilà. Voilà. Alors, c'est compliqué parce que normalement, sur mon master, il y a une confidentialité des vœux. Mhm. Donc déjà, au passage, je peux préciser que ces vœux ne sont pas hiérarchisés. OK. Mais donc il y a une confidentialité. Ensuite, c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que les vœux qui sont faits au sein d'un même établissement ne sont pas communiqués entre les différents départements. Certains cas, comme celui de l'université Panthéon-Assas, qui s'est fait tirer les oreilles d'ailleurs pour ça,
peut démontrer le contraire. Donc, j'aurais tendance à dire prudence sur ce Oui, point. voilà, c'est ça. La réponse officielle, c'est non. La réponse officieuse, c'est parfois pourquoi pas. Donc, Ah, ouais, voilà. absolument. Et puis même, de toute façon, par rapport à ton projet, ça sert à rien de vouloir. C'est pas, enfin, il faut écrire des lettres à chaque fois. Oui. Donc c'est du boulot et autant, ben, voilà, peut-être se fixer sur un seul type de projet et réfléchir plutôt que de tout vouloir avoir parce que ça prendra un temps fou. Donc, ouais, j'entends. Troisième et dernière étape. Alors, la troisième et dernière étape, ce serait donc les résultats. Mhm. Donc, on retrouve pour le coup un fonctionnement très similaire à Parcoursup, et ceux qui nous écoutent doivent s'en rappeler parce que c'était pas il n'y a pas si Ah longtemps. oui, non, c'était pas il y a pas longtemps, en effet. Donc, en fait, on a le oui, Ouais, donc là, tout va bien. Le en attente. ouais, Donc, on retrouve dans une majorité de cas, la bonne nouvelle, c'est que en général, les listes d'attente progressent assez vite, comme ce qu'on peut avoir sur Parcoursup, et même pour des masters où parfois on a 20 ou 10 places, ça peut progresser assez vite, ce qui peut être assez étonnant. Et comme d'habitude, la meilleure chose à faire, ce sera de comparer son rang de classement à celui du dernier admis pour situer un peu ses chances. Et le non, en sachant que si on est refusé dans une formation, on est censé avoir un motif d'excuse, un motif de refus. Alors en général, c'est assez bateau, résultat insuffisant, oui. le dossier ne correspond pas, etc. Mais il doit quand même y en avoir. Ok, d'accord. Et au niveau du calendrier, ça donne quoi ça? Alors, tu postules à quel moment et tu as tes résultats à quel moment? Alors on va dire que le processus mon master ouvre fin janvier. Donc c'est D'accord. là que la plateforme, parce que oui, c'est important à préciser, la plateforme actuellement n'est pas actualisée. On est à l'édition 2024 et pas l'édition 2025. Mhm. La plateforme sera à jour fin janvier normalement. On peut candidater à partir de fin février jusqu'à fin mars, donc ce qui ne laisse qu'un mois, d'où l'importance de préparer un peu ces dossiers en Oui, amont. Un mois, c'est extrêmement court. Surtout que le mois de mars, je pense que les étudiants le sauront, c'est un des mois les plus chargés de l'année universitaire, donc c'est important à prendre en compte pour des résultats qui arrivent début juin. d'accord, d'accord, d'accord. Et le processus ne s'arrête pas là, puisqu'on a, comme sur Parcoursup, une phase complémentaire. D'accord, Donc, cette phase complémentaire, tous les étudiants peuvent y participer, ceux qui ont participé à la phase principale et également ceux qui n'y ont pas participé, si jamais c'est le cas. Et on a la possibilité de formuler 20 vœux, donc 10 en alternance, 10 en formation classique. Par contre, cette fois-ci, il faudra les hiérarchiser d'accord. pour simplifier la procédure. Mais donc, il existe aussi une phase complémentaire. Et comme pour Parcoursup, si jamais on a des vœux en attente, qui sont issus de la phase principale, ils vont continuer à évoluer Ok, pendant la phase complémentaire. d'accord. Donc, c'est vraiment le même principe. Et ça ferme en septembre aussi, comme Parcoursup? Alors ça, je ne le sais pas, donc je ne C'est veux pas ça. dire de bêtises. Par contre, ce qui est sûr, c'est que certaines admissions en master se font jusqu'en septembre, mais plutôt par des procédures détournées que par le passage sur la plateforme. D'accord, je comprends. Et si on n'a rien, Manon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on n'a rien, il y a plusieurs possibilités. Donc déjà, passer par la phase complémentaire, comme on vient de le dire, ça peut Ouais, être une première chose. Sinon, il y a aussi la possibilité de faire un recours au rectorat. Alors, il y a certaines conditions à remplir et j'invite tout le monde à les noter soigneusement parce que je pense que c'est important. C'est qu'il faut avoir formulé au moins 5 vœux ouais, dans 2 mentions différentes et d'accord. dans 2 établissements différents. Ok. On peut faire ça en sachant malheureusement que le rectorat, alors, va toujours faire des propositions d'admission, ils sont dans l'obligation de le faire, mais ça peut parfois être assez éloigné de ce que l'étudiant visait à la base. Donc, c'est pour ça qu'on peut envisager d'autres choses. Donc, notamment le fait de prendre, on va dire, une année sabbatique, même si ce n'est pas vraiment une année sabbatique, parce que pour moi, on peut la mettre à contribution pour essayer d'enrichir un peu son dossier. Et donc, pour ça, on peut envisager beaucoup de choses, donc des expériences à l'étranger, des services civiques, des Ouais, stages, parce que même si on n'a plus le statut d'étudiant, on peut faire des stages grâce à la mission locale tout à qui fait. signe des conventions de stage. Donc, il y a vraiment des diplômes universitaires aussi auxquels on peut candidater. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour enrichir un dossier sur un an. Et c'est toujours possible de retenter le master l'année d'après. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a certains masters qui demandent aussi un peu, surtout les masters professionnalisants, qui vont demander de l'expérience professionnelle. Et si pendant les 3 années de licence, on n'a pas vraiment ni eu de stage ou pas avoir d'engagement associatif et qu'on se retrouve avec un CV un peu creux, si on n'obtient pas le master qu'on a, c'est vrai que moi je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir de faire cette fameuse année de césure. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons,
ne pas enchaîner le master tout de suite, c'est quelque chose qui est normal, parce que les masters coûtent vraiment très, très, très cher. On a cette chance en France qu'ils ne soient pas trop chers, mais à l'étranger, ils coûtent souvent très cher. Et donc, c'est inimaginable pour les jeunes de pouvoir partir en master tout de suite après le bachelor, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément en France, de faire cette césure. Mais voilà, au Canada, dans les pays anglophones, on le fait. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur aux parents, surtout, de se dire qu'il va y avoir une petite pause. On peut reprendre. Oui, C'est pas, ça se ab- fait bien. absolument. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé à le mentionner avant, mais pour cette question de s'assurer d'avoir un master, si on veut vraiment en avoir un, je pense que c'est important de définir entre guillemets une stratégie de candidature, dans le sens où il faut savoir faire preuve d'équilibre, c'est-à-dire que ne pas se montrer, on va dire, trop présomptueux ou trop dans l'excès en demandant des masters extrêmement sélectifs, parce qu'il y en a, des masters à 1 ou 2% d'admission, c'est pas, de taux d'admission, c'est pas ce qui manque. Pour autant, je pense qu'il faut pas non plus s'auto-censurer. Hmm. À 15 vœux, rien qu'en formation classique, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est sans compter les différents parcours, sans compter les vœux en alternance. Il y a beaucoup de possibilités et c'est tout à fait possible de se permettre de demander 2 ou 3 masters extrêmement sélectifs. Si c'est ce qu'on veut, je pense qu'il faut s'autoriser à le faire, c'est important. Et finalement aussi dire que il n'y a pas que les masters extrêmement renommés qui sont Ouais. importants. On a des très bons masters en région qui ont des excellents taux d'insertion, ce qui est une donnée, à titre personnel, je considère très importante à prendre en compte Ouais, pour le bien choix sûr. du master, et qui sont moins renommés parfois dans des filières auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent représenter une très bonne option. Et Ok. aussi finalement considérer ce qui, de prime abord, ne serait pas les débouchés naturels de notre cursus. Donc, par exemple, avec une licence de droit, on ne fait pas forcément un master en droit, comme avec une licence de psychologie, on ne fait pas de master de psychologie, forcément un master de psychologie. Et je cite ces exemples-là parce que ce sont les 2 filières les plus bouchées en France et qui font Master, souvent ouais. l'objet du hashtag étudiants sans master pour ceux qui connaissent. Mhm. Voilà. Ouais, donc il faut l'anticiper ça aussi et dans la fameuse liste peut-être mettre des masters qui ne sont pas ceux auxquels on aurait naturellement pensé. Et j'entends aussi que tu parles d'alternance et l'alternance, donc ça veut dire qu'en plus écrire ses lettres et chercher son master et passer ses partiels, il faut aussi réfléchir à son alternance et chercher son alternance si on veut faire un master en alternance. Donc, Oui, absolument. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le préciser, mais pour les pièces complémentaires qui ne sont pas complémentaires, qui sont demandées pour les candidatures en master en alternance, il faut avoir du coup une entreprise, ouais, un contrat d'alternance, en sachant qu'on peut aussi être accepté dans une formation d'alternance sous réserve d'avoir un contrat. Donc on n'a pas de contrat au moment où on est accepté, mais on ne sera pas accepté définitivement si on ne soumet pas de contrat sous X délai. ouais. À voir aussi, pour en avoir discuté dans un épisode avec alors j'ai oublié le numéro, c'était sur est-ce qu'il vaut mieux faire STAPS ou est-ce qu'il faut faire une école de commerce. Et ce que on avait discuté, c'est que Antoine avait commencé par faire son master sans alternance. Et en fait, l'école lui donnait la possibilité de trouver son master, son alternance pendant les 4 premiers mois, en fait, finalement. Donc, il D'accord. y a aussi des possibilités de rentrer sous conditions et que ces conditions, ce ne soit pas le jour J, mais ça soit au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Donc, ça permet de rallonger la période. Ça, c'est à valider avec en fait, avec chaque master et chaque école. Oui, et il existe aussi des parcours de M1 en format classique, on va dire, et qui proposent par contre des M2 en alternance. Exactement. C'est Ok. quelque chose qu'on peut envisager aussi. Ok. Bon, bah, dis donc, on a intérêt à avoir un sacré carnet quand même hein, pour pas pour prendre les pieds dans le tapis avec toutes ces informations. Donc, Oui, il y a des choses à savoir. faire un petit carnet très précis pour tout comparer. Écoute, super Manon. Donc, si on répète rapidement, construction d'abord du projet, ensuite les candidatures, et puis on termine par les résultats. Et puis, il n'y a plus qu'à. Ah oui, il n'y a plus qu'à, absolument. Super. Bah, écoute, je tiendrai tout le monde au courant de ce qui se passe pour toi, de toute façon, parce que je te suis et j'incite tout le monde à te suivre. Donc, ton compte, c'est. Tu peux nous le redire Oui, sur Instagram? absolument. Mon compte, c'est Manon Studi, donc Manon-du-bas Studi. Mhm. J'y suis très active, surtout en ce moment. Donc Ouais, c'est avec vrai. une Hein. publication, une oui, Oui. absolument, j'en suis T'as très repris. fière. T'as repris. Une publication par semaine tous les samedis soirs en général et aussi en story. Ouais. Donc avec d'autres publications qui arrivent sur les masters, ce seront même l'essentiel de mes publications entre les mois de janvier et de mars, avec des choses comme les erreurs à éviter, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de master, certains sujets qu'on a pu évoquer ici, et surtout une série de témoignages d'étudiants qui sont actuellement en master ou sur le point d'être diplômés, donc il y en aura une dizaine, avec des parcours très inspirants, donc j'inviterai aussi tout le monde à les lire. Ah bah, trop bien. Trop, trop bien. Donc, tu fais profiter de tes recherches toute ta communauté. Mais c'est génial.
Bah écoute, j'ai hâte de voir tout ça. Merci beaucoup encore une fois pour toute ta générosité, Manon, et puis bah, de partager tout ton travail, c'est vraiment top. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, je pense qu'on se reverra. Donc, On se reverra, oui, je pense. voilà, à très bientôt. Au revoir, À Manon. bientôt, au revoir. Au revoir. Alors Manon, elle aime bien construire son raisonnement de manière très structurée. On partage cette petite passion toutes les deux. Et donc, je vais reprendre avec vous et avec toi surtout les 3 étapes pour trouver ton master. Alors, la toute première étape, c'est d'abord la construction de ton projet. Et je pense que c'est celle qui prend le plus de temps, comme dans Parcoursup. Et là, Manon, elle nous a dit qu'il y avait 2 grandes idées, 2 grands points très importants quand on construit son projet. La première chose, c'est encore à nouveau cette petite phase d'introspection, commencer sur soi et réfléchir sur bah voilà, les matières que tu as aimées pendant ta licence, celles que tu as moins aimées, les stages que tu as fait, si tu as eu la chance d'en faire, ce qui t'a plu, pas trop plu, tes envies, tu as envie de quoi, toi, après ton master, tes valeurs, quels sont tes centres d'intérêt, et puis tes attentes très concrètes, c'est-à-dire tu as envie de travailler pour quel type d'entreprise, tu as envie de gagner combien, donc essayer de te projeter un petit peu pour voir quel est le master qui te permettrait d'aller vers cette étape. Et puis, si vraiment tu ne te projettes pas, ben, peut-être que, de manière précise, peut-être que tu peux essayer d'aller regarder un petit peu les entreprises, les organisations, les ONG qui t'intéressent, celles pour lesquelles peut-être tu aimerais faire un stage là en ce moment. Et puis, ne pas hésiter à les contacter. Alors, pas pour leur demander du travail, un stage, quoi que ce soit, juste pour leur demander, est-ce que je pourrais discuter avec quelqu'un de votre organisation pour voir un peu, ben, voilà, vous recherchez quel type de profil dans votre entreprise ou dans votre organisation. Et regardez sinon sur LinkedIn le parcours des personnes qui travaillent à une place qui t'intéresse. Et je pense que ça peut être une bonne démarche pour pouvoir se donner des idées de master. Alors, dans cette phase de construction du projet, ensuite, tu vas aller sur la plateforme Mon Master et tu vas pouvoir utiliser des filtres qui vont te permettre de éliminer certains masters et te donner une espèce de shortlist. Et pour pouvoir te documenter encore plus, ben là aussi, à nouveau, va contacter les étudiants, donc soit les étudiants ambassadeurs ou de nouveau, utilise LinkedIn. On répétera jamais assez que LinkedIn, c'est un outil d'aide à l'orientation qui est génial. Et puis après, bah, va voir le contenu des cours, va voir un petit peu les débouchés, va sur les salons, les JPO, ben, bref, tout ce que tu as déjà fait en terminale, il va falloir que tu le refasses de manière encore plus concrète cette fois. La deuxième étape, c'est la candidature. Alors, cette phase de candidature, elle se fait entre janvier à mars, donc même principe, sauf que cette fois-ci, il n'y a plus que 10 vœux, mais il y en a 30, 15 en alternance et 15 vœux qui sont classiques. Donc, des vœux classiques, c'est des vœux dans lesquels tu vas postuler dans des parcours. Et en fait, dans chaque parcours, par exemple le parcours droit, tu peux postuler à autant de mentions que tu veux. Donc, droit des affaires, droit pénal, etc. Et tout ça dans un même établissement. Alors, attention, Manon nous dit quand même, fais attention à la cohérence de ton projet, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Alors, certes, on ne peut pas savoir en théorie ce que tu as demandé, et tout ça, c'est confidentiel. Malgré tout, quand tu vas postuler, on ne va pas seulement te demander de cliquer quelque part, on va te demander évidemment fournir tes bulletins de notes de licence, première année, deuxième année et début de troisième année. Mais surtout, on va te demander de faire de l'aide de motivation. Et la lettre de motivation, elle va vraiment devoir être costaud. Et donc, tu imagines bien que si tu postules pour des parcours qui n'ont rien à voir, tu vas passer un temps fou à rédiger ces lettres de motivation. Alors, il faut savoir que bah, postuler, c'est entre janvier et mars et que c'est le moment où tu vas avoir énormément de travail à la fac puisque tu vas être sur la fin de ton année de bachelor. Donc, raison de plus d'être très, très stratégique et surtout raison de plus d'anticiper. Manon nous dit aussi que dans certains cas, on va demander des lettres de recommandation, on va demander des certifications de langue, on va demander des recommandations d'employeurs aussi. Donc tout ça, ça s'anticipe, surtout si tu dois demander à tes profs de t'écrire des lettres. Manon nous a aussi précisé qu'il y avait 3 types de masters. Les masters professionnels, où là, tu vas pouvoir les faire surtout en alternance. Les masters de recherche, où là, on va te demander un plan de recherche, parfois même une mini-bibliographie. Et puis des masters hybrides qui peuvent à la fois te permettre de faire de l'alternance et puis un début souvent un peu recherche ou en tous les cas plus académique. La troisième phase, c'est la phase du mois de juin, c'est la phase des résultats. Donc là, ça va te rappeler des souvenirs. Hein. Oui, non, en attente, exactement la même chose. Et puis la phase complémentaire, comme on l'a vécu dans Parcoursup, 10 vœux en alternance, 10 vœux classiques. Et ces vœux classiques de la phase complémentaire, il va falloir les hiérarchiser. Alors, évidemment, le problème, c'est si tu n'as rien. Donc, si tu n'as rien, bah, d'abord, tu peux faire un recours. Alors, attention, Manuel le dit, hein, il faut avoir fait au moins 5 vœux dans 2 mentions différentes, dans 2 établissements différents pour pouvoir être autorisé à faire un recours. Et puis, parfois, le problème, c'est que le recours, on va te trouver quelque chose, mais pas forcément quelque chose qui t'intéresse. Et dans ces cas-là, intéresse-toi sur peut-être la possibilité
de prendre une année pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire des stages. La mission locale te propose des conventions, peut-être partir à l'étranger pour un petit peu enrichir ton CV si les notes ne suffisent pas. Et puis peut-être, pourquoi pas, postuler dans des facs à l'étranger si ton niveau de langue ensuite te le permet. Tout ça va faire en sorte que tu auras sûrement quelque chose l'année d'après, ou peut-être même une alternance si tu as travaillé dans une entreprise qui t'intéresse. Voilà. Alors, écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu, qui t'aura fait avancer. Si tu as besoin de contacter Manon, bah, n'hésite pas. Elle est très, très généreuse, hein. Tu la retrouves sur son compte Instagram, arobase manon-du-bas study. Elle répond toujours à tes questions. Et puis, moi aussi, je réponds à tes questions sur mon compte Réussir son orientation sur Instagram. Et puis, évidemment, toujours sur mon site internet www.corinneholroyd.com où là, je vais, dimanche qui suit l'apparition de cet épisode, te faire le résumé. Et puis, tu as un petit formulaire de contact où tu peux me poser toutes les questions que tu veux et mettre même des commentaires dans l'article. Ça aussi, ça me fait plaisir. Voilà, et écoute, je te dis à très vite pour un prochain épisode et je te souhaite une très bonne continuation.